Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Contrepoints de la santé avec Pascal Morel et Renaud Degas. Nous parlerons de l'Europe de la santé. Les élections européennes, comme chacun sait, ont lieu le 9 juin prochain. Jamais ces élections n'auront été aussi importantes. Les défis sont nombreux. L'Europe de la santé est devenue une réalité avec la crise sanitaire et toutes ses conséquences, même si l'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui en matière de santé. Une prise de conscience est opérée. L'Europe est le bon échelon pour de nombreux sujets de santé. Les crises sanitaires, bien sûr, mais aussi la prévention et la santé publique. L'innovation, qu'elle soit biotechnologique ou numérique avec l'IA. La compétition avec les États-Unis et la Chine. Et la nécessité d'investissements importants avec, par exemple, un fonds souverain. Et aussi le médicament, les vaccins et la souveraineté, l'environnement, la nutrition et la démocratie sanitaire. L'Europe doit faire, certes, plus et mieux, mais comment? On n'en parle guère dans les débats. L'Union européenne a voté un budget santé 2021-2027 de 5,3 milliards, 10 fois plus que pour l'exercice précédent. Cela dit, il a été réduit récemment de 20% pour faire face en particulier au soutien à l'Ukraine. Pour en débattre, Catherine Amalric, vous êtes députée européenne, pharmacienne hospitalière, et votre priorité, vous le dites très clairement, c'est l'autonomie stratégique en santé. Anne Buchet, ancienne directrice générale de la Commission européenne pour la santé et l'alimentation, et vous êtes auteur d'une note très actuelle, très récente et très intéressante de Terra Nova, l'Europe de la santé au-delà de l'urgence sanitaire. Gérard Raymond, qu'on connaît bien tous ici, qui est le patient, président de France Asso Santé. France Asso Santé qui a publié un manifeste européen et lancé un appel aux candidats. Vous nous en direz un peu plus. Finalement, mesdames et messieurs, nous vous interrogeons sur les forces et faiblesses du modèle européen et surtout sur la manière de mieux informer nos concitoyens sur ce thème majeur de la santé, laissé une fois de plus de côté dans les programmes et les prises de position. Cette émission est enregistrée mardi 30 avril dans la matinée à la Villa M. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et Care. Pascal, première question. Oui, nous sommes heureux de vous avoir et je dois dire l'actualité nous aide puisque le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, dans un discours à la Sorbonne, a dit que l'Europe était mortelle. Et on s'est demandé, je me suis demandé si elle pourrait être bien vivante, puisque nous nous intéressons à la santé, bien vivante, saine, en forme, en bon état. Et je voudrais peut-être, pour commencer notre dialogue, essayer de voir avec vous ce que vous avez pensé de ces déclarations, d'une manière générale, des réactions. Et la santé a été abordée, mais évidemment n'a pas été non plus centrale dans ce discours. Peut-être première réaction, vous, Catherine Amalric, qui êtes quand même de la majorité, redisons-le, de la majorité présidentielle. Tout à fait. Alors, je vous remercie de me permettre de démarrer ces entretiens en revenant sur le discours de notre président de la République. Je crois qu'il a posé dans son discours très précisément l'enjeu. Assurer la souveraineté de notre modèle humaniste, démocratique, de démocratie libérale européenne, unique au monde, et le faire évidemment dans cette vision qu'il a d'équité et de solidarité. Alors, souveraineté, équité, solidarité, c'est précisément ce qu'a permis, ce qu'a montré l'Europe, ce qu'elle a été capable d'être au moment du Covid. Solidaire, équitable, avec une répartition des vaccins partout en Europe, mais aussi dans le monde via le système international de solidarité COVAX. Et elle a démontré une capacité à réagir rapidement, dès lors qu'elle était unie sous cette impulsion politique. Ce qui n'avait pas été le cas, et il l'a redit, lors notamment de la crise financière. Vous voulez dire que l'on peut être souverain, même dans nos sujets médicaux et de santé? Et je dirais qu'avant tout, il faut l'être, puisqu'effectivement, aujourd'hui, il n'est pas possible, et le Covid l'a très bien démontré, d'être effectivement protecteur et solidaire sans souveraineté. On ne peut pas être protecteur et solidaire dans un état de dépendance vis-à-vis des autres puissances, c'est très clair. Donc je crois qu'effectivement, il était très important de rappeler ça, si l'on veut effectivement assurer ce modèle de démocratie libérale, solidaire, équitable, qui met, notre président l'a rappelé, qui met l'homme
au-dessus de tout. Donc la santé est de fait le bien essentiel pour chaque homme et donc certainement au cœur de toutes les politiques. Pourtant, on ne parle pas assez de santé. Oui, donc on va en bien parler qu'elle soit ici. au cœur de toutes les politiques. L'homme et la femme. Anne Buchet, peut-être une réaction, pas une réaction partisane, mais une réaction à la déclaration du président de la République. Vous réagissez comme vous voulez. Merci, tout à fait. Je vous remercie beaucoup de cette liberté. En fait, il y a en 2019, quand il avait lancé le discours de la Sorbonne, il avait donné cette vision de la souveraineté et il est revenu sur cette vision de la souveraineté en donnant un message d'urgence et en disant que maintenant, avec la guerre en Ukraine, avec les tensions géopolitiques Chine-États-Unis, c'est encore plus d'actualité et il a montré quelques pistes. C'est un discours qui est très orienté vers les Français, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup des autres pays ne partagent pas la totalité de cette lecture de la souveraineté et de ce que ça implique. Quand vous êtes un petit pays, votre souveraineté signifie quelque chose de très très différent. Elle signifie notamment que vous dépendez de l'extérieur et que vous devez établir des partenariats avec l'extérieur. Donc, c'est pas un discours, je dirais, fondateur comme l'a été le premier. C'est un discours d'urgence qui explique aux Français, qui donne une vision française de ce que doit être l'Europe, qui est très intéressante. Moi, quand je l'ai écouté, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il préconisait, c'était déjà des domaines dans lesquels, sur les dernières années, on a fait des avancées. Quand on parle de souveraineté dans le domaine sanitaire, entre les leçons de la crise Covid et ce qu'on est en train de faire sur les questions d'autonomie stratégique dont Catherine parlait, on a déjà avancé sur ces sujets et on a déjà un consensus européen. On va de toute façon, pendant tout notre débat, parler de ça, mais en fait, on s'est quand même dit, surtout quand Philippe et moi, nous l'écoutions, très attentifs évidemment à la préparation, notamment dans notre rencontre, que la santé, la solidarité passaient vraiment un peu à l'arrière-plan par rapport à d'autres questions. Alors qu'il y a moins de 2 ans, la santé était un sujet central. Et on s'est demandé si s'il aurait pu peut-être axer plus ses recommandations sur notre secteur. En un mot, avant de passer la parole à Gérard Raymond. C'est vrai que, à part le projet d'autonomie stratégique, il n'y a pas eu de projet annoncé dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel il faut être extrêmement prudent parce qu'il faut vraiment avancer avec tous les États membres ensemble. Alors Gérard Raymond. Oui, enfin, pas de déception sur ce discours-là, qui est un discours de grande politique, effectivement. Et donc, les termes de souveraineté sont importants pour nous, mais effectivement, je trouve que le président, mais nous-mêmes aussi, nous réagissons en fonction de l'actualité. Donc, on a vu, vous l'avez dit, la crise Covid nous a obligés à avoir une certaine cohésion européenne pour répondre effectivement à cette crise sanitaire qui a impacté fortement tous nos peuples. Aujourd'hui, on est sur d'autres dimensions qui, effectivement, sont préoccupantes sur la démocratie et des tensions, pour ne pas parler de guerre. Donc, on a d'autres sujets. Donc, on surfe sur l'actualité, mais ce que nous, on reproche un petit peu, c'est qu'on passe d'un point à un autre et qu'on n'approfondit pas, effectivement, les annonces de 2019 et autres, et après l'après-Covid, sur cette nécessité, dans la matière de santé publique, d'une véritable volonté. Parce que si nos systèmes sont nationaux, voire même territoriaux, les maladies n'ont pas de frontières et que tous les malades sont au même niveau, prévention, etc. Mais donc, quand même, on se demandait, voilà. Permettez-moi, simplement pour engager le débat, on s'est demandé, moi je me suis demandé, si finalement dans cette histoire, c'est un peu décevant effectivement qu'il n'y ait pas un courant plus fort et politique sur la santé, je me suis demandé, dans une certaine mesure, si il n'y avait pas de la part
des associations, des citoyens européens, peut-être un manque de volonté, et que dans le fond, vous ne portiez pas les uns et les autres assez fortement ces idées de solidarité, et ces idées d'ailleurs de santé, et d'ailleurs ce que Mitterrand appelait il y a une trentaine d'années, je crois, d'Europe sociale. Pour en rester oui, non, mais merci d'attaquer fraîchement. Mais je trouve que, oui, on a certainement aussi une faiblesse au niveau européen dans la représentation citoyenne organisée. Et que ce que nous avons mis en place en France, qui est un fait extraordinaire, cette démocratie sanitaire avec une organisation reconnue par l'État, financée par l'État, former des citoyens pour pouvoir être des interlocuteurs auprès des agences et des institutions, mais aussi participer à l'évolution et à l'organisation du fonctionnement des établissements de soins, etc., les représentants des usagers, tout ça, c'est quand même franco-français. Au niveau européen, on n'a pas ça. Et certes, si on a des représentations d'associations européennes, on peut s'interroger sur leur indépendance, sur leur mode de financement, etc. etc. Donc, justement, il y a un besoin certainement d'augmenter la démocratie en santé, la représentation citoyenne organisée, mais d'une façon transparente. Alors nous, on le porte, effectivement, on le porte même au niveau européen. Mais on est regardé parfois comme peut-être un peu des chiens au milieu d'un jeu de quilles. Justement, Gérard Raymond, on voit que la santé, alors c'est vrai qu'il y a plein d'autres sujets, vous l'avez dit, que la santé n'est pas tellement dans le débat des européennes, que ce soit de tous les candidats, ma foi. Alors pour vous, c'est quoi l'Europe de la santé? Qu'est-ce qui est le plus important à démontrer, à promouvoir dans l'Europe de la santé? Quelle est votre vision de l'Europe? Assez rapidement, mais qu'est-ce qui fait que... on va faire un tour de table. Qu'est-ce qui fait que l'Europe de la santé émergerait du débat et on se dirait, bah tiens, il faut voter parce que c'est important. Il y a l'Ukraine, il y a plein de choses, il y a la compétition avec la Chine et les États-Unis. Catherine Amalric, pour alterner. Pour prolonger, c'est l'enjeu du vote, là. Donc, exactement. Alors, on organise ce débat... Voilà. Alors moi je vais revenir quand même effectivement sur le discours de notre président. On va pas que parler du discours du président. Non, mais pour répondre à votre question, je crois que c'est important, puisqu'effectivement, comment mettre cet enjeu de la santé au cœur du débat politique et de l'enjeu de ces élections-là, je crois que réellement son discours mettait cet enjeu-là au cœur de la vision politique, en parlant effectivement d'une puissance, qui doit assurer son système sanitaire et son système social absolument unique dans le monde. On voit bien là que finalement c'est l'objectif, c'est au cœur de toutes les politiques qui vont être portées au niveau européen, et c'est ce qui nous distingue effectivement, et il l'a très bien dit, d'autres puissances qui n'ont pas ces valeurs-là et qui auront d'autres mais sur la santé, qu'est-ce qui fait que les Français pourraient se dire il faut vraiment voter parce que la santé est un enjeu majeur? Eh bien, alors, c'est un enjeu majeur, je pense que chacun le sait, parce que effectivement, on sait bien que sans santé, on n'est pas en capacité ni d'agir, ni de faire, ni individuellement, ni collectivement. Évidemment, ça, tout le monde le touche du doigt. Ce qui est peut-être difficile, c'est qu'effectivement, ce sont peut-être les associations de patients qui le touchent le plus du doigt dès lors qu'on perd la santé. Vous savez, c'est ce bonheur qui fait beaucoup de bruit en s'en allant. Mais évidemment, je crois qu'on doit effectivement rappeler, parce que on est aujourd'hui dans une labilité de l'information, et donc effectivement, ce qui a été pour tous le Covid et la prise de conscience qu'il a permis, effectivement peut s'éloigner. Et je crois que c'est à nous de le rappeler, parce que le Covid a montré très clairement la triple dimension. Il y a eu vraiment une triple prise de conscience. Les enjeux sanitaires dépassent les frontières, donc nous l'avons vu, parce qu'effectivement ça a émergé de déséquilibres biologiques, et quand on parle effectivement de l'approche une seule santé, One Health, qu'on parle des déterminants santé, environnementaux ou des déterminants sociaux, ils n'ont pas de frontières. Ensuite, les réponses sont éminemment transfrontalières. Et là encore, le Covid en a fait la démonstration. Aucun État membre n'était en capacité de répondre. Et la mutualisation de ces moyens ne pouvait être que de l'échelle effectivement transfrontalière. Et enfin, le principe d'équité. Parce que je crois que ce qui est vraiment majeur dans le discours de notre président, c'est effectivement ces valeurs politiques que nous portons, et donc ce principe d'équité en santé
qui est fondamentale, qui est au cœur de la définition de la santé par l'OMS, c'est-à-dire ce que l'on doit à chacun sans discrimination et donc sans frontières, évidemment, place la santé vraiment au cœur du dispositif des politiques européennes. Anne Buchet, dans votre note Terra Nova, vous abordez ces sujets. Quelle est on va vous poser une double question. Quelle est votre vision de l'Europe, de la santé? Qu'est-ce qui est le plus important? Et puis, on va rentrer un peu dans le dur. Crise sanitaire, est-ce qu'on est prêt? Il y a une agence qui a été créée, qui s'appelle ERA, mais qui n'a pas vraiment d'autorité, qui n'a pas vraiment de pérennité. Qu'est-ce qui est important dans l'Europe de la santé? Et est-ce qu'on est prêt par rapport aux crises sanitaires? Qu'est-ce qui est important? Moi, je raisonne toujours un peu en tant qu'économiste. Hein, on ne se change pas et on a sa vision. Moi, je pose la question, là où les États membres ont intérêt à coopérer ensemble. Alors très clairement, on l'a vu sur tout ce qui est crise sanitaire, il y a cet intérêt parce que, on l'a dit, le virus ne connaît pas de frontières et donc personne n'est en sécurité, donc tout le monde ne l'est pas. Et deuxièmement, un domaine où il y a énormément de gains à travailler ensemble, c'est tout ce qui est le domaine de la connaissance, de la recherche, de l'épidémiologie, et de mettre ensemble, de faire travailler ensemble les professionnels de santé. Et ça ne se produit pas suffisamment. Et ensuite, on s'étonne que nos chercheurs ou nos éminences médicales partent en fait aux États-Unis, alors qu'on pourrait consolider au niveau ça recherche, au niveau européen. C'est important. À Lisbonne, il avait été décrété qu'il devait y avoir 3% du PIB dans la recherche. En France, on est à 2,2, je crois. Donc, c'est pas terrible. Donc, la recherche. Mais sur la crise sanitaire, est-ce qu'avec ERA, on est prêt? Est-ce que vous êtes assez critique dans votre note? Oui, je suis critique parce que c'est vrai, c'est pas seulement vrai au niveau national, européen ou même international, mais quand il y a une épidémie, on parle toujours de ce cycle de la panique et de la négligence. Hein. Donc en fait, on est effectivement, après Covid, dans cette espèce de négligence où on sous-estime les efforts qu'il y a à faire pour se préparer pour la prochaine crise. Alors on est un peu mieux armé. Mais ce qui a été fait au niveau européen, où on avait déjà un dispositif de sécurité sanitaire, ça a été de... Excusez-moi, je vous ai coupé, mais oui. Parce que c'est assez technique, il faut qu'on comprenne bien. Le dispositif datait déjà de 2000... Oui, c'est ça, des années 2000. En fait, le dispositif, il s'est mis en place au début des années 2000 en réponse au SRAS, et puis ensuite, 2000. Voilà, avec la crise H1N1, où il y a eu aussi 2009-2008, où il y a eu une surréaction là pour le coup. Alors, hein. Surréaction. Non mais c'est important parce que sur le contrôle de Madame Buchet, ce qui a été permis et ce que les Français ont retenu, enfin les Français, les citoyens, c'est qu'il y a quand même eu une réaction de l'Europe. Mais il y a une réaction de l'Europe qui était fondée sur une réalité, c'est-à-dire que déjà l'Europe avait mis quelques bases. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la création du centre de ECDC à Stockholm date de 2004. Et donc ça a déjà créé les prémices d'une épidémiologie européenne avec des obligations, enfin avec des interactions entre les autorités sanitaires nationales et européennes, la consolidation des données épidémiologiques, des évaluations du risque en commun, etc. Madame Buchet, au niveau réaction, oui. ERA, donc l'Europe a créé ERA, qui est l'autorité de préparation et réaction en cas d'urgence, mais vous le dites, c'est vous qui le dites, n'a ni mandat formel, ni de ressources, ni l'autonomie financière de l'agence américaine BARDA. Alors, est-ce qu'il faut vraiment faire un effort sur ERA? Est-ce qu'il faut la pérenniser, la structurer? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la Commission, ce qu'elle a fait, c'est de lancer l'agence ERA comme un service interne de la Commission et en utilisant les fonds des programmes existants. Mais l'idée est maintenant qu'il y a une évaluation d'ERA pour décider qu'est-ce qu'elle va devenir et comment on va la consolider. Donc c'est vrai qu'en réponse à la crise Covid, la plus grosse innovation, ça a été l'agence ERA pour que la Commission, enfin qu'au niveau européen, on complète les activités de préparation aux crises sur le plan des contre-mesures médicales. Madame Buchet, Gérard peut-être. Gérard veut parler, oui. C'est bon. Tant mieux que l'Europe, ces 20 dernières années, ait progressé en fonction des crises, etc. Et qu'on ait mis en place des institutions, des structures qui nous permettent effectivement de mieux répondre à différentes de ces crises. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce qui nous ferait voter aujourd'hui? Alors,
pour ceux que je représente, et j'ai pris le manifeste parce qu'il faut rendre honneur à ceux qui ont beaucoup travaillé là-dessus, les équipes de France Asso Santé. La première, on l'a évoqué, c'est une participation citoyenne organisée beaucoup plus importante et reconnue des citoyens au niveau européen. C'est parler véritablement de santé, pas de soins. Le soin, l'organisation des soins étant de la responsabilité territoriale, etc. Mais plus véritablement santé. Prévention et promotion de la santé. Et effectivement, la protection de la santé publique, une priorité transversale. Ça, pour nous, c'est important. Il y a aussi le deuxième point, c'est effectivement la santé environnementale. C'est que toutes les décisions aujourd'hui, politiques, quelles qu'elles soient, ont un impact sur notre santé, que ce soit industrielle et autres. Mais ça, Gérard Raymond, est-ce que dans votre association, est-ce que ça c'est bien perçu comme un problème, un sujet européen? C'est ça la question. Pour nous, c'est un sujet européen. Voilà, donc c'est important. Pour nous, c'est un sujet européen, bien entendu. C'est par l'Europe qu'on arrivera véritablement. L'Europe est à un niveau économique relativement équilibré. On arrivera véritablement par ces décisions politiques européennes à pouvoir faire de la prévention, pouvoir faire de la santé environnementale. Le numérique en santé, on l'a évoqué. Comment on réutilise l'ensemble des données de santé au niveau européen. Enfin, vous avez parlé de la recherche. Donc, comment on fait de la recherche européenne là-dessus. Et le dernier point, le cinquième point qui est pour nous aussi capital, c'est comment on arrive à une souveraineté de dispositifs médicaux, des produits médicaux. Les ruptures, évidemment, des médicaments sont pour nous quelque chose d'extrêmement grave. Donc, ces 5 sujets-là nous paraissent éminemment d'abord de la compétence européenne, de cette souveraineté européenne qui doit s'engager résolument sur ces 5 axes-là. Et donc nous attendons, nous, effectivement, que les candidats portent des réponses. Et comme ça, je fais ma promotion. Nous avons 6 listes qui ont répondu à nos questionnaires. Allez sur notre site internet et vous aurez leurs réponses. Certaines sont plutôt franco-françaises, d'autres sont un peu plus européennes. Enfin, peu importe, c'est pas ici que je vais commenter les réponses. Mais c'est bien sur ces axes-là que nous, on engagera l'ensemble de nos concitoyens, représentants des usagers de la santé, à se déterminer. Alors, on aurait parlé de thèmes importants, médicaments, innovation et fonds souverains peut-être, et puis données de santé et intelligence artificielle. Sur le médicament, Catherine Madric, le Parlement européen a voté tout récemment, au mois d'avril, une loi importante qui fait un peu peur à l'industrie pharmaceutique. C'est le paquet pharmaceutique. Dites-nous très, très simplement, qu'est-ce que ça va améliorer? Quels sont les dangers ou quels sont les écueils de ce paquet pharmaceutique? Et particulièrement. Absolument. Et je vais y revenir, mais avant cela, je reviendrai sur l'Europe de la santé, parce que c'est effectivement ce que vous avez complètement décrit et ce que décrit effectivement le traité et l'article 168 du traité de fonctionnement de l'UE, c'est-à-dire effectivement Health in all policies, c'est-à-dire la santé dans toutes les politiques, et peut-être devons-nous effectivement témoigner en permanence de ce qui est fait au niveau de l'Europe en faveur de l'amélioration de la santé, à travers le pacte vert, les déterminants de santé environnementaux, à travers le numérique, à travers toutes les innovations de rupture. Et il y a beaucoup de choses. Et évidemment, et ce sont en fait, c'est la convergence de toutes ces politiques qui va permettre effectivement de gagner cette course contre la montre en mettant bien en axe pivotal l'innovation face aux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Et c'est précisément de cette façon-là, pour répondre à votre question sur la législation européenne pharmaceutique, que j'ai abordé ce texte. Effectivement, je suis rapporteur pour notre groupe Renew sur ce texte, et ce n'était évidemment pas du tout un texte technico-technique uniquement pharmaceutique, mais réellement un pilier, une législation pilier dans la santé européenne, parce que ça nous donnait en fait la possibilité de construire par cette législation l'écosystème incitatif et attractif européen pour assurer demain, mais effectivement, en 2 mots, qu'est-ce que ça change? Quels sont les grands principes de ce paquet pharmaceutique, très rapidement? Les grands principes de ce paquet, c'est au centre, effectivement, recréer cet écosystème très fort, très incitatif, très attractif pour l'industrie pharmaceutique, en engageant des moyens. Vous parliez effectivement de la différence entre les investissements entre l'ERA et la BARDA. Cela vaut pour tout. Nous savons que dans l'IRA, dans l'acte de réduction de l'inflation aux États-Unis, il y a un surinvestissement auprès
auprès donc, de l'industrie pharmaceutique. De la même façon, l'industrie pharmaceutique en Chine est extrêmement subventionnée. Donc effectivement, il y a distorsion de règles. Et donc il fallait créer un écosystème incitatif, attractif, européen, en mutualisant en fait tous nos moyens. Donc je dirais que ce qui peut-être est le noyau central de ce texte, c'est la mise en partenariat public-privé de l'ensemble des forces d'innovation en santé. Donc la recherche fondamentale, les bioclusters, les start-up, la R&D. Que la recherche et la production industrielle se fassent aussi en Europe. En Europe, absolument. C'est ça l'enjeu de souveraineté. Alors c'est jouable, mais comme l'a très bien dit le président de la République dans son discours, c'est une course contre la montre. Et donc il fallait aussi faire de cette législation un changement de paradigme et faire une législation beaucoup plus intégrative, c'est-à-dire permettant effectivement de donner à l'ensemble des acteurs une visibilité, une prévisibilité pour venir investir effectivement en Europe, et puis une flexibilité, une souplesse, une rapidité. Et là, je dirais que le numérique nous aide. Oui. Pascal, laisse parler Madame Amalric. Allez-y, finissez, on vous interrompt. Non. Non, il a oublié. Allez-y. Mais alors, moi, je vais poser la question sur le financement. Est-ce qu'il faut un fonds souverain, là? Non, mais en fait, la question, c'est pourquoi est-ce une course contre la montre? C'est un travail absolument fondamental de faire que les entreprises viennent se réinstaller en France. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une urgence à la semaine? C'est une course contre la montre. Parce qu'effectivement. Élections, mais enfin, bon. C'est une course contre la montre parce qu'effectivement, les investissements qui aujourd'hui ne se feront pas en Europe se feront ailleurs. Et donc, je crois qu'effectivement, il est urgent, effectivement, d'imposer au niveau de la scène internationale cet écosystème très incitatif. Mais est-ce qu'il faut augmenter, Pascal, oui, justement, sur la question de Pascal qui est fondamentale, est-ce que c'est jouable? Il y a le problème du financement. Est-ce qu'il faut un fonds souverain pour favoriser l'innovation, alors en général, mais aussi sur les biotechnologies, sur la santé? Et Madame Buchet, peut-être. D'autant que tout se joue dans le monde avec l'Inde, parce qu'on parle de la Chine. Bien sûr, les génériques bien sûr. se font en Inde. Non, mais la compétitivité, c'est Chine et C'est aussi États-Unis. la responsabilité des industriels. J'ai attaqué les associations, mais peut-être aussi les industriels. T'as attaqué les Je associations. sais bien que vous avez attaqué aussi les industriels. Anne Buchet. Je ne sais pas si on a besoin d'un fonds souverain. On a deux problèmes. On a un premier problème qui est effectivement un problème de pénurie sur des médicaments qui ne sont pas des médicaments nouveaux, qui sont plutôt des génériques. Et donc là-dessus, on s'attend à ce qu'il y ait une rapatriation. Et c'est une question pas seulement de compétitivité, mais c'est aussi une question de sécurité sanitaire, d'avoir une capacité à se fournir, de s'approvisionner en médicaments essentiels dans un contexte géopolitique plus tendu. Ça, c'est une nécessité. Après, il y a la question de savoir est-ce que l'Europe est attractive pour les industries pharmaceutiques très innovantes, pour les biotech. Et là, franchement, enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste du secteur, hein, mais j'ai été dans plusieurs secteurs à la Commission européenne. Et la question qui se pose pour le secteur pharmaceutique innovant est la même que pour le secteur numérique. C'est exactement la même. Ce sont des secteurs qui s'appuient sur la recherche, qui produisent des produits innovants. Et c'est donc comment on fait pour permettre à cette industrie qui est partie, mais qui est partie, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 20 ans qu'elle est partie. Le décrochage de la recherche pharmaceutique en Europe, elle date pas du Covid. Nous ne sommes pas nécessairement ravis que même des entreprises génériques quittent la France pour aller en Inde. Non, vous ne citez que les industries. Non, c'est que je vous dis, c'est que la question. Oui, on pourrait le dire. On en avait besoin. D'accord. On en avait besoin pendant la crise. Hein. Oui, mais enfin, ces industries, elles sont aussi parties pour certaines raisons. Elles sont parties parce que la production aux conditions environnementales en Europe était moins avantageuse que d'aller ailleurs. Absolument. Et ça, nos organismes, enfin nous en tant que patients, on en a bénéficié. Donc il faut se reposer la question de savoir comment produire en Europe en respectant les standards environnementaux. Et là, l'Europe est très importante. Et là, l'Europe est importante. L'Europe est importante parce qu'elle doit discuter avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on doit discuter de ce qui est réaliste comme objectif, parce qu'on doit discuter s'il faut de l'argent ou non. Mais dire d'emblée qu'il faut de l'argent, non. Je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, vous avez raison, Anne. Je crois que c'est une convergence effectivement de moyens. Et lorsqu'on dit effectivement créer un écosystème, c'est faire converger tous ces moyens.
Alors, est-ce qu'il y a un décrochage de l'Europe? Je dirais que l'Europe a aujourd'hui des atouts énormes à faire valoir. On parle de relocalisation selon des standards environnementaux et sociaux qui n'existent pas ailleurs dans le monde. C'est précisément ce que vise à faire le projet d'intérêt important commun européen, les PIEC santé. Nous avons les programmes Horizon Europe, dont on sait qu'effectivement, elles irriguent des programmes de recherche partout dans le monde. Et puis, nous avons le numérique et l'IA. Et je crois que là, c'est clairement une ambition européenne, et notamment l'espace numérique. Je vous interromps un instant parce que justement le 24 avril, le Parlement européen a voté le règlement pour la création d'un espace européen des données de santé. Mais là, sur l'intelligence artificielle et les données de santé par rapport aux GAFAM, il y a quand même un vrai décrochage. Ah, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une ambition. Non, mais vous dites qu'il y a une ambition, on est les meilleurs dans la recherche. Non, mais regardez par rapport aux GAFAM au niveau intelligence artificielle, données de santé. Là, il y a ce vote qui est important en effet, mais ça va se mettre en place très très lentement. Qu'est-ce qui fait que l'Europe... Pas si lentement que ça. Alors, Gérard Raymond, vous êtes président du Health Data Hub, qui a la main sur ce sujet-là. Donc, est-ce que, sur les données de santé, est-ce que vraiment on réagit? Est-ce qu'on va empêcher ce décrochage ou pas ce décrochage? Mais enfin, il y a une difficulté, on va dire. Gérard Raymond. Peut-être que sur ce point-là, on n'est pas aussi décroché que ça. Et qu'on n'a pas pris du retard tellement que ça. Et au contraire, d'ailleurs, je pense que... impulsé, faisons cocorico, parce que parfois on fait les choses relativement bien, impulsé aussi par la stratégie française, on peut toujours la critiquer, mais etc., avec le hub, mais aussi d'autres activités et d'autres initiatives, l'Europe a beaucoup pris sur notre stratégie, et on n'est pas aussi en retard que ça. Et je trouve qu'effectivement, quand on parle de la souveraineté industrielle, investir de l'argent, je pense que c'est certainement pas le bon raisonnement qu'il faut faire, parce que certes il faudra investir et les industriels sont bien contents si on leur fait des facilités financières, mais je pense qu'on a un trésor énorme ici en Europe, ce sont les données de santé. Et nos données de santé cumulées de l'ensemble des 27 ou 27 pays, même 28 parce que... Mais ça va prendre du temps, Gérard Raymond. Non, mon cher ami, ça ne prend pas du temps, puisque déjà nous y sommes. Déjà nous avons plusieurs pays qui regroupent leurs données de santé à l'initiative, je le regrette, mais du Hub Data, qui est beaucoup critiqué. Qui est beaucoup critiqué pour la recherche clinique, mais pour la recherche aussi fondamentale et tout. Et donc on devrait continuer à avancer dans ce principe-là. Toujours sécurité, transparence, participation, etc. Garantie humaine, bien entendu, nous sommes très vigilants là-dessus. Mais là, nous avons des atouts extrêmement importants pour qu'effectivement les industriels, les startups et tout reviennent ou restent en Europe, parce que là, il y a une sur le cloud, c'est un vrai sujet, ça, quand même, où là, vraiment, on a pris du retard. Vous le savez bien au Health Data Hub. Catherine Amalric, est-ce que sur le cloud, il ne faut pas investir fortement pour, vis-à-vis des États-Unis, avoir un cloud européen? C'est-à-dire, maintenant, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est important pour mettre les données de santé, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut? Le cloud, c'est le cloud. Le cloud. Le cloud. Le cloud, c'est le cloud. Certainement. Puisque là encore, ça participera évidemment de la souveraineté dont on parle, mais je crois qu'effectivement, vous le disiez très bien, c'est une avancée considérable qui n'existe d'ailleurs pas aux USA. Je me suis rendue aux États-Unis pour rencontrer la FDA au mois de novembre avant de déposer mes amendements sur la législation, et j'ai pu mesurer là de quelle façon finalement ce marché est très fragmenté. Le marché américain, contrairement à ce qu'on pense, très fragmenté, et il n'y a pas effectivement aujourd'hui cet espace commun de numérique en santé. Oui, mais il y a des sociétés américaines qui sont très puissantes. Des sociétés américaines qui sont très puissantes, mais aujourd'hui, pour la santé et l'organisation de la santé sur l'ensemble du continent américain, cela n'existe pas. Donc je crois que effectivement, aujourd'hui, je dirais pas que c'est un décrochage, c'est au contraire une ambition, c'est un besoin d'Europe et c'est une avancée considérable. Ce que nous avons voté, alors effectivement, je l'ai mis là encore comme l'IA, qui demain va nous apporter des avancées majeures en santé, et évidemment que l'on mettra au service de l'innovation, des résultats, de la performance, de l'efficience, mais aussi de l'équité en santé. Ça va être un atout majeur. Et bien, effectivement, c'est au cœur de nos politiques. Et je dirais que cet espace européen des données de santé, c'est effectivement, dans l'utilisation secondaire, une manne exceptionnelle, que toute la recherche
et le développement en pharmacie, que l'on parle de privé ou de public, va trouver en Europe, et au service des patients. Et vous demandiez tout à l'heure, effectivement, comment finalement chaque Européen pouvait toucher du doigt cette échelle européenne. Eh bien, je pense que là, réellement, on crée un espace européen où chaque patient se retrouve très directement dans l'utilisation primaire de ces données lorsqu'il va voyager et pouvoir être pris en santé de façon beaucoup plus efficiente et sécure, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, et aussi pour cette recherche qui va être plus rapide, très robuste, et le temps gagné. Là aussi, c'est une course contre la montre pour les patients, et ça, je crois que ça sera très lisible pour l'ensemble des patients. Et d'ailleurs, lorsque le président annonce, parce qu'il a quand même annoncé deux choses qui embarquent tous les Européens, c'est effectivement la recherche sur les traitements du cancer. Il a cité un vaccin. Il faut savoir que le vaccin ARN messager aujourd'hui rentre dans des essais sur un certain nombre de cancers, et il y en aura d'autres derrière. Et effectivement, également des recherches très importantes sur les maladies neurodégénératives. Il embarque là effectivement tous les Européens. Il y a trois. Pardon, madame, excusez-moi, je vous coupe. Mais il y a trois, parce que le temps passe. Il y a trois sujets sur lesquels nous pensions, nous observateurs, que l'Europe jouait un rôle important. Enfin, tout le monde le pensait. Les maladies rares, le cancer, peut-être également la santé mentale, mais nous la vivons de manière tellement dramatique dans notre propre pays. Est-ce que ces sujets sont des sujets également à partager, Madame Duché? Est-ce que franchement, de ce point de vue-là, l'assise européenne est importante, et est-ce qu'il y a un vrai rôle? On ne sait pas oui, sur les maladies rares, c'est plus qu'un rôle. Sur les maladies rares, oui. Sur les maladies rares, c'est un accord entre les États membres, c'est dans la loi sur le droit des patients. Où les États membres se sont engagés à faciliter l'accès des patients atteints de maladies rares au système de santé européen. Ils l'ont mis dans une législation, ils ont créé les réseaux européens de référence qui mettent en réseau 300 hôpitaux universitaires sur 24 réseaux. Réseaux de maladies rares différents. Donc là-dessus, il y a vraiment un engagement fort. C'est d'ailleurs le seul domaine où on s'approche un peu d'une coopération entre les systèmes de soins, parce que dans les autres domaines, ça ne se fait pas. C'est pas. Ça se fait pas, oui. Voilà. Non, même en ce que. Marquant, oui, enfin, oui. Pour tous les Français, enfin, tous les citoyens. Mais il faut y aller, je pense qu'il faut y aller. Alors, on a l'exemple des maladies rares, effectivement, très. Où l'union fait la force, bon, pour le coup, fait la force. Ça, c'est très important. Parce que, effectivement, et on voit bien la pertinence de cette avancée. Mais il faut y aller pour toutes les pathologies. Il ne faut pas simplement rester sur les maladies rares, je regrette, mais vous connaissez la mienne, et je trouve que même une maladie chronique, très répandue dans le monde entier, plus de 1 milliard, etc., demande effectivement une réflexion européenne sur le partage des données, sur la recherche, etc. Pascal, le diabète, oui, ça avait été. Non, mais c'est pour celles et ceux qui nous regardent. Non, mais d'accord. Non, mais le diabète est une maladie très typique. Très typique aussi dans la matière. Donc, ce partage des données de santé est important, est essentiel pour pouvoir faire avancer la recherche, et la recherche au niveau européen. Pascal, moi, je veux finir sur le cloud. Moi, je veux bien ce grand débat franco-français sur la souveraineté. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais c'est même plus qu'un sujet. C'est un clivage. C'est un frein. C'est même plus qu'un frein. C'est un arrêt. C'est un brutal. C'est un obstacle. On peut pas. Donc il va falloir quand même le franchir. Voilà. Pour être clair, les données de santé sont hébergées par Azure Microsoft. Et ça bloque le transfert de données médicales sur le data. C'est vous qui en parlez. Oui. Bon, on va pas en parler longtemps, mais ça bloque parce qu'il y a une représentation effectivement dans certains entrepôts de données de santé, certains hôpitaux. Allez, on va pas nommer l'assurance maladie, mais enfin quand même. Et frileuse pour pouvoir mettre ces données-là sur ce cloud. Il y a des politiques aussi qui sont frileux. Il y a des politiques qui s'en sont mêlés, etc. Comment en sortir de ça? Est-ce qu'il faut développer un cloud français ou européen rapidement? Oui, il faut développer un cloud européen, français aussi, mais évidemment, mais surtout européen. On y travaille. On avance. On a des groupes de travail, etc. Vous travaillez vite ou pas? Je pense qu'on est en train d'accélérer. Bon. Peut-être jusqu'à présent, on faisait beaucoup de palabres dans ce pays, mais là, on est en train un peu d'accélérer. Mais je crois qu'il faut aussi reconnaître les énormes avancées que depuis 6 ans, on a faites dans ce domaine-là, malgré ces énormes difficultés. Et donc, et alors, c'est ça que je dis toujours à mes compatriotes, que je vous dis.
c'est normal que l'on ait cet esprit critique, ce point de vigilance effectivement franco-français. C'est très intéressant de voir que l'Europe a choisi le Hub Data pour monter sa plateforme européenne. Absolument. Donc quelque part, peut-être, on a des visions beaucoup plus transversales. Il y aura un cloud européen. C'est ce que il y aura un cloud européen, c'est ce que vous nous annoncez. Bien sûr. D'accord. Alors les Français et l'Europe, Odile Peixoto a fait un travail fondamental important sur ce que ressentent les Français par rapport à l'Europe de la santé, puis aussi les pathologies des différents pays. Donc vous allez voir, c'est très très riche, très intéressant. Oui, donc j'ai pas pour ces contrepoints réalisé un sondage auprès de l'opinion française sur santé et Europe, parce que c'est un petit peu loin quand même de nos concitoyens. On peut toujours poser des questions et ils donnent toujours des réponses, mais à un moment, il faut être un petit peu honnête. Le dernier sondage que nous avons réalisé, donc le département opinion avec les intentions de vote, a montré que 77% des Français savent qu'il va y avoir des élections européennes le 9 juin. C'est beaucoup ou pas beaucoup? Ça progresse, ça prend plus 9 points par rapport à il y a un mois, donc il y a un intérêt croissant, mais on voit bien que c'est un petit peu loin quand même, voilà. Et 64%, ça aussi c'est en progression, plus 5 points, sont intéressés par cette élection. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié pour ces contrepoints de faire un petit travail de compilation de données qui positionnent la France et l'opinion des Français par rapport à l'opinion d'autres populations de différents pays. Comme l'a rappelé Madame Amalric, il y a quand même cet article 168 qui montre que la santé est consubstantielle de l'Union. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré par la définition et la mise en œuvre de toutes les actions et politiques de l'Union. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je me suis appuyée, alors je ne vous cite pas les sources à chaque fois parce que c'est trop long, c'est en annexe de mon document. L'Eurobaromètre, alors c'est intéressant parce que ça, il y a un suivi, donc il y a une mesure en 2022, une mesure en 2024, qui mesure quelles sont les priorités pour les Européens. Alors c'est mesuré auprès des 27 opinions publiques, par une grosse enquête de 27 000 personnes. Premier sujet, c'est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, suivie de la santé. Ensuite, il y a la défense, le soutien à l'économie et l'action contre le dérèglement climatique a reculé. Ce qui est intéressant de voir en 2022 et 2024, c'est que la santé reste stable en deuxième position, alors que les sujets comme la démocratie, l'aide humanitaire régressent, et par contre progresse la défense, l'immigration, la souveraineté alimentaire, la politique agricole, etc. Donc on voit bien qu'on a une montée des peurs et que finalement la démocratie, tout d'un coup, qui est effectivement une exception, ou en tout cas quelque chose qu'on aurait à défendre, est un petit peu en train de reculer dans nos opinions. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'effectivement on est dans un contexte sociétal de polycrise anxiogène. Alors il y a l'augmentation du coût de la vie qui est majeure, il y a 93% des Européens qui en parlent, la pauvreté, l'exclusion sociale, donc vraiment le sentiment par 8 Européens sur 10 qu'il y a un décrochage économique et une peur de la pauvreté à venir. Le changement climatique qui arrive aussi en troisième point, l'extension de la guerre en Ukraine à 81%, donc c'est pas non plus... vous voyez, le changement climatique ne fait que se superposer. C'est-à-dire qu'il y a une superposition des peurs. C'est ça qui est quand même très important. Alors, le sentiment de santé, ça c'est une autre étude qui a été posée dans 39 pays. Donc, on a même l'Europe versus les autres continents. On s'aperçoit là qu'il y a 28% des Européens qui se déclarent en mauvaise santé. C'est la santé perçue. Qui a d'énormes disparités au sein des pays. La meilleure position, c'est la France, où 14% seulement des Français se déclarent en mauvaise santé. Et la pire, c'est la Pologne, avec 44% des Polonais qui se déclarent en mauvaise santé. Ça, c'est formidable pour la France. On est toujours pessimiste. On va y revenir parce qu'en France, je ne l'ai pas étudié dans les autres pays, mais la santé globale, si on dit êtes-vous en forme, là, on n'est plus qu'à 30%. Il y a 30%, pas 14%. Qui se disent en mauvaise forme. Donc la santé, c'est une espèce de marqueur social aussi. Se déclarer en mauvaise santé, il y a un affichage sociétal d'afficher une bonne santé, même quand on est malade. La santé n'est pas... Voilà, à chacun sa santé. On peut être malade, chronique, et
avoir sa vie pleine et entière, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce sentiment de santé, les Français, par exemple, sont très bien positionnés sur l'activité physique, le poids, par rapport à d'autres pays. Par contre, stress, santé mentale et sommeil, beaucoup moins. Donc, c'est pas aussi net que ça que les Français soient si bien. Et d'ailleurs, les pays européens, ça varie, vous voyez, de 10 points entre le plus mauvais et le plus élevé. Donc, c'est assez resserré quand même. Hein. On a des opinions qui sont assez resserrées. On a quand même 32%, un tiers des gens qui sont soumis à du stress. Le stress est vecteur quand même d'énormément de problèmes de santé. 32% qui en... Et là aussi, il y a un resserrage très très fort entre les pays. La France étant à peu près à ce niveau-là. La santé est un facteur de stress, peut occasionner du stress, mais avec plein d'autres choses, et essentiellement quand même, c'est l'activité professionnelle, les familles, etc. Et on voit là aussi que c'est particulièrement aigu en Pologne, aux Pays-Bas et en Allemagne, la santé comme vecteur de stress, en sachant que ce n'est pas pour les mêmes raisons. Pologne, ils ont vraiment des problèmes d'accès aux soins et autres. Pays-Bas et Allemagne, là, c'est plus parce qu'ils ont tout le reste. Et dans les autres pays, il y a la montée de la pauvreté, il y a d'autres préoccupations qui prennent le pas sur la santé et qui sont plus vecteurs de stress. Donc en France, effectivement, la problématique numéro 1, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Hein, c'est très très fort. C'est le cas dans presque tous les pays d'Europe. Il n'y a qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, ça c'est une autre enquête menée pour le Secours populaire par Ipsos, qui montre que dans ces deux pays-là, il y a une certaine aisance financière bien supérieure, mais dans les autres pays d'Europe, on a quand même cette peur de ne pas boucler ces fins de mois, clairement. Hein, on est vraiment dans des difficultés économiques, et ces difficultés économiques entraînent un renoncement aux soins pour des raisons financières. C'est le cas de 37% des Européens. Et on voit qu'effectivement, il y a des pays où c'est énorme. Hein, par exemple, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie. Là, on est entre 60 ou 41% des gens qui renoncent à des soins vraiment pour des raisons... C'est parce que la Moldavie ne fait pas encore partie de l'Union européenne. Voilà, bah ça a été quand même intégré, puisqu'il y avait aussi les pays en projet. Elle est préoccupante quand même en France, Italie, Portugal, Espagne. Hein, on est à 37-36%. Et moins de renoncement dans les pays où il y a un sentiment de plus de prospérité, Royaume-Uni et Allemagne. Ça, c'est les déclarations des Européens. Voilà, je vais terminer rapidement. Donc on voit quand même qu'il y a ce risque de décrochage. Alors, malgré tout, il ne faut pas désespérer, parce qu'il y a une autre enquête qui mesure le bonheur, qui a été menée dans 137 pays. Et on voit finalement qu'en Europe, on a quand même la vie bonne. On a 14 pays qui donnent des notes supérieures ou égales à 7. Et là-dedans, on a 50% des pays qui sont des pays européens. Le top 3, c'est Finlande, Danemark, Islande et Israël, hein, à des notes presque à 8. Alors Israël, évidemment, c'était pas aujourd'hui. C'était avant. Pas actuellement. Hein, ouais, c'est un sondage un petit peu antérieur. 42% de gens 42 pays qui donnent une note intermédiaire entre 6 et 7. Et là, on a 33% de pays européens. Et là-dedans se situe la France. Et après, on a 81 pays, c'est-à-dire 60% des pays où il ne fait pas bon vivre. Ils donnent des notes inférieures à 6. Finalement, on a gagné sur l'Afghanistan. Alors, oui, c'est le pire bonheur, pays. oui. Le pays, effectivement, le pire, d'après son opinion. Hein, comment on a mesuré? Bon, c'est Afghanistan, Liban et Sierra Leone. Bon, c'est bien. L'intérêt pour les élections européennes, je finis par ça. Oui. On a la plupart des pays qui sont très intéressés par les élections européennes. Il y a un désintérêt seulement dans 7 pays, dont fait partie la France. Voilà, et ben justement, mais l'intérêt monte, puisque, comme je vous viens de le dire, voilà, ça date de 2024, mais il y a quelque temps déjà. Alors, merci Odile. Voilà. Réaction. On voit bien que la santé, au niveau de l'Europe, ça fait partie d'un tout. Du pouvoir d'achat, de l'accès aux soins, du développement économique. Vis-à-vis de ça, par rapport à ces élections européennes, qu'est-ce que vous inspirent ces données ?
Alors vous l'avez très bien monté, effectivement, on le voit bien là, c'est l'illustration parfaite. La santé est au cœur de toutes les politiques et toutes peuvent impacter positivement ou négativement, effectivement, la santé. Et les deux enjeux majeurs qui sont effectivement au cœur, si on veut parler en matière de santé au niveau de toutes les politiques, c'est l'innovation, nous l'avons dit, et la prévention. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu majeur pour la soutenabilité de nos systèmes de santé partout en Europe. Donc je crois là qu'on a effectivement moyen d'embarquer, je dirais, l'ensemble des Européens, parce que ce que vous dites est très concret. Et je voudrais revenir sur l'enjeu de la démocratie en santé. J'y crois fortement et j'ai fait le choix délibéré effectivement de pousser à ce que cette participation des professionnels, mais aussi des représentants de patients à toutes les instances de gouvernance soit effectivement inscrite dans les législations. C'était très important, y compris dans le paquet pharmaceutique dont j'ai parlé. Parce que vous parliez un petit peu antérieurement effectivement de l'apport sur les maladies rares, de cette coopération entre les centres d'expertise et de référence. C'est la même chose qui est en train de se construire au niveau de la cancérologie avec les centres communs de connaissances européens. Et je dirais que tout doit se construire effectivement avec les associations patients et les professionnels. Et quand on parle d'écosystème incitatif et attractif, pour l'ensemble des chercheurs, c'est évidemment cette participation participe effectivement de l'attractivité qu'aura l'écosystème pour les chercheurs. Alors Gérard Raymond boit du petit lait, là, il est content, là. Bien sûr. Et Anne Buchet nous dira si il faut faire des progrès encore fortement ou pas. Alors, on voulait parler de démocratie sanitaire. Oui, non, mais bien entendu, je pense qu'après, il faut l'organiser. C'est pas que suffisant. Ce n'est pas que suffisant. Ce n'est pas suffisant. On peut très bien faire des débats là-dessus. Il faut que ce soit concret. Il faut qu'effectivement le poids que peut jouer la représentation citoyenne organisée au niveau européen soit un véritable poids, que la parole soit entendue, qu'il y ait une véritable participation. C'est pas simplement de la représentation, mais c'est de la participation. Donc ça nécessite toute une organisation, tout un respect et toute une transparence, effectivement, dans l'organisation et les réflexions. Dans votre document, sur le fait quand même que, d'abord, les budgets, Madame Buchet nous le rappellera, les budgets de la santé sont pas très importants, 5 milliards au niveau européen. Et en plus, je vous ai bien lu, vous dites qu'en plus, on a perdu, sur les 5 milliards, on aurait perdu 1 milliard. Oui. Pour 20%, pour l'Ukraine. Pour la situation, oui, mais enfin, écoutez, on fait avec beaucoup moins, nous. On sait très bien faire avec quelques bouts de ficelle. Bon, mais la démocratie en santé, elle peut très bien vivre aussi sur l'engagement militant, même si un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on ait ce débat sur le militantisme, le bénévolat, etc., ce que c'est au XXIe siècle. Mais on a cet engagement-là, et donc on peut trouver aussi des énergies, on peut trouver des formations qui permettent cette bonne représentation. C'est pas cela. Oui. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la prévention et l'éducation à la santé de l'ensemble de la population. On confond trop dans ce pays santé et soins. Vous dites, oui, les gens, il y a des refus de soins, mais ça, c'est l'organisation, je l'ai dit, territoriale de notre pays, et même peut-être beaucoup plus micro. C'est la santé, c'est comment on inculque à une population européenne de préserver sa santé, une seule santé. Comment on mène des campagnes contre, effectivement, des fléaux. Le tabac, l'alcool, beaucoup l'alcool. Et j'insiste beaucoup sur l'alcool. Comment on arrive effectivement à mobiliser l'ensemble. Notre pays n'est pas très brillant. Oui, pas très brillant. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Parce que là, on ne pas du tout. Un petit point sur démocratie sanitaire et puis prévention. C'est vrai que prévention, c'est important. On ne peut peut-être pas assez parler. Puis après, on écoutera Renaud Degas qui nous fera un conclusion de Mme Malric. Alors, d'abord, Anne Buchet, 2 mots. Alors, sur la démocratie sanitaire, je dois dire que j'étais très surprise d'entendre ce que disait Gérard, parce que vu d'un point de vue européen, le travail avec les patients est énorme.
Et la constitution d'associations de patients au niveau européen est fondamentale. Et la manière dont l'Europe implique les patients dans les actions, si on pense à ce qui est fait au niveau des maladies rares, ou ce qui est fait, par exemple, sur le fait que les associations de patients participent dans toutes les instances de l'EMA, c'est l'Agence européenne des médicaments. Quand on regarde des évaluations de l'action européenne, en fait, ce qu'on voit, c'est que peut-être en France, c'est très avancé dans la démocratie sanitaire, mais dans d'autres pays, ce mode de faire a été fondamental pour changer aussi. Donc il y a un savoir-faire, mais peut-être pas assez de faire savoir. Alors, aussi, moi, j'insiste sur le fait que ce sont aussi cette démocratie sanitaire qui a fait avancer les dossiers au niveau européen. Et Madame Amalric l'a certainement vécu, c'est que les associations de patients et les parlementaires avancent, et dans la dynamique des politiques européennes, c'est toujours des sujets qui sont portés par le Parlement européen, avec une très grande résistance des États à l'intérieur du Conseil. Et au bout de quelques années, on voit arriver le Parlement européen, à force de résolutions, d'amendements dans des législations, arrive à faire bouger les choses. Alors justement, c'est très important. Donc, parce que pour moi, c'est vraiment cette dynamique, elle est là. Justement, on ne voulait pas rentrer dans les institutions européennes parce qu'on se serait perdu, mais on avait une question avec Pascal. Est-ce que le Parlement européen sert à quelque chose, ou tout du moins, est-ce que son rôle s'accroît? On vote pour des parlementaires européens, alors oui? Oui, oui. Là, je peux illustrer effectivement et témoigner de ce que vient de dire Anne. Clairement, le Parlement, nous co-construisons. A de plus en plus de poids. Alors, évidemment, puisque nous proposons, effectivement, nous sommes co-législateurs avec le Conseil, donc nous proposons un texte qui ensuite sera effectivement négocié en trilogue avec le Conseil, mais surtout, ce que disait Anne est extrêmement important, nous co-construisons effectivement avec l'ensemble des parties prenantes. Et quand je parle de démocratie en santé, c'est évidemment les patients, les associations de patients. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, je faisais un workshop avec 15 associations européennes de patients. C'est évidemment extrêmement important de construire avec les parties prenantes qui vont, les acteurs en fait, et effectivement l'ensemble des citoyens qui portent ces préoccupations-là et ces enjeux-là, et aussi les professionnels. On a bien vu que le Parlement jouait un rôle important. Et ma question, c'était la question que nous avions, si les élections de juin donnaient plus d'importance à des listes qui soient des listes nationales, qu'est-ce que ça donnerait ? Je crois que c'est la remise en cause de ce sur quoi j'ouvrais effectivement le propos, c'est-à-dire de notre démocratie libérale, protectrice, solidaire, équitable. C'est cette remise en cause-là. Et je crois qu'à ce propos, notre président a cité Albert Camus, et qui résume absolument Oui, je vais vous répondre à votre question, mais juste une petite précision. Nous n'avons pas la même définition des associations de patients ici en France et au niveau européen. Pour avoir beaucoup fréquenté les associations de patients au niveau européen, j'ai beaucoup rencontré de professionnels de santé et moins de patients. Donc j'aimerais bien que l'on ait une définition précise. On est un peu les extraterrestres ici en France. Et les associations de patients sont dirigées par des patients. Les professionnels de santé sont à côté, mais ne font pas partie. L'agrément que nous avons mis en place exige effectivement un financement transparent et une gouvernance patient. Ce n'est pas tout à fait le cas au niveau européen. Mais bon, c'est dit. On peut progresser et nous y travaillons. Sur effectivement le recroquevillement vers un nationalisme qui ne déléguerait à l'Europe que nos propres visions nationales, ce serait certainement, et notre manifeste le prouve, certainement une perte de chance pour l'ensemble de nos concitoyens, pour la santé en son ensemble, mais aussi pour le soin, c'est-à-dire aussi l'attractivité des soins. Donc ce sont des élections importantes. C'est des élections pour nous qui sont extrêmement importantes, à un virage effectivement aujourd'hui dans des tensions géopolitiques graves, dans une vision d'une société nouvelle qu'il faut construire, avec le numérique en santé, avec d'autres moyens effectivement relationnels que nous pouvons avoir entre nous. Il y a donc une construction européenne à mener, et je trouve que se recroqueviller sur du franco-français ou du nationalisme pays par pays serait une perte énorme pour nous. Renaud Degas, le contrepoint de Renaud Degas.
Oui, merci. À chaque fois, pour moi, je suis né au journalisme en 92 dans un titre européen et donc c'est Maastricht. On rajoutait les étoiles au drapeau, etc. Donc c'est un sujet, je trouve, très sensible. Et ce qui est frappant, et encore le débat d'aujourd'hui le montre, c'est que toute personne qui se plonge dans les actions européennes s'en retrouve souvent émerveillée, souvent très engagée et trouve que c'est formidable. Avec tous les défauts de l'Europe, mais je pense qu'on touche du doigt. Ça, c'était pas une question. Non, c'était pas une question, mais ça vient en contraste avec ce fait que depuis des années, on rame entre ce contraste des gens qui sont engagés sur l'Europe, tous les acteurs en fait, qui se retrouvent engagés dans l'Europe et qui n'arrivent plus à comprendre pourquoi le citoyen n'est pas aussi émerveillé qu'eux, j'allais dire, de façon un peu exagérée. Et est-ce que tout simplement, c'est une question, est-ce qu'il ne faut pas admettre ce décalage ? Tout simplement que l'Europe fonctionne avec un dispositif institutionnel un peu complexe qui perd forcément les gens sur le terrain et que tout simplement, il faut expliquer que cette complexité institutionnelle apporte beaucoup, mais pas chercher forcément à ce que les gens applaudissent à leur fenêtre sur l'action européenne, sur la santé. Est-ce que c'est pas un objectif un peu vain et se concentrer sur en fait cette mécanique qui est assez formidable, qui fait avancer beaucoup plus qu'on ne le pense la France, mais qu'il est difficile de vendre aux citoyens parce que c'est institutionnellement complexe. En journaliste intellectuel, Renaud fait l'éloge de la complexité de Jean Singer que nous avons appris. Mais sans faire l'apologie des élites, tout le moins. Voilà. Non. Alors tour de table. Un mot parce qu'on termine. Non, mais je ne partage pas. Moi, je pense qu'on n'a pas expliqué à chacun de nos concitoyens le mécanisme extrêmement complexe, etc., etc. Mais il faut expliquer le résultat. Et je pense que si nous avons un déficit de communication vis-à-vis de Madame Bichu au fin fond de l'Ariège, pour lui expliquer qu'aujourd'hui, dans sa difficulté au quotidien, eh bien, l'Europe lui apporte quand même quelque chose. Il faut y aller, l'expliquer. Pas comment ça fonctionne là-bas, d'autres le font et c'est très bien. Mais lui expliquer les apports qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a un déficit d'explication. Qui doit expliquer ? Bien, je pense qu'effectivement... Avoir le courage d'expliquer, parce qu'en France, c'est pas très courageux. Oui, ça, alors là, effectivement, le politique n'est pas très courageux à l'heure actuelle en France. Mais bon, c'est une autre question, on l'abordera dans un autre contrepoint. Mais effectivement, je pense qu'aussi, les associations, la société civile qui regarde et qui est impliquée, les politiques aussi doivent quand même à un moment donné justifier la réalité et les avancées de l'Europe. Il n'est pas question de masquer les difficultés, etc., etc. Mais je pense qu'on a un besoin d'explication. Laisser les gens dans l'ignorance en leur disant « dormez bien », on s'occupe de vous, on travaille pour vous. C'est une hérésie. Alors, c'est comme ça qu'on fait du nationalisme. Gérard Raymond, pour conclure, Anne Buchet et puis Catherine Amalric. Oui, pour terminer. Je pense qu'à l'époque des réseaux sociaux, tout le monde a un déficit de communication. Donc l'Europe, c'est vrai qu'elle a un déficit de communication, mais ça commence à devenir un handicap généralisé. Moi, personnellement, ce que je pense, et surtout quand je regarde la France par rapport à d'autres pays, c'est de porter les débats politiques européens dans les lieux politiques français. Le Parlement européen, les préparations des législations européennes devraient discuter aussi au Parlement français. Les députés français devraient connaître les dossiers qui sont en gestation au niveau européen. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi sur l'espace des données numériques ? Non. Est-ce que vous avez entendu parler du paquet pharma ? Chez vous, oui. Voilà. Qu'on est là. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est du paquet pharma. Ça, c'est pas non plus quelque chose qu'on a annoncé, alors que d'une loi équivalente nationale est annoncée. Et quand une loi nationale est annoncée, on ne dit pas ce qu'elle a de européen et ce qu'elle a de purement national. On devrait aussi le dire. On s'attribue beaucoup de crédits sur les lois nationales qui sont en fait des obligations qui ont déjà été négociées très en amont au niveau européen. Donc je dirais que le pacte vert, c'est la première fois qu'il y a vraiment eu un débat écologique, sociétal, économique sur des grands projets où on a dit c'est européen. Voilà, il faut que nous terminions. Catherine Amalric pour terminer. Écoutez, je vais avoir le plaisir de vous faire un tout petit peu mentir. Moi, c'est une véritable joie que d'aller faire
partager mon enthousiasme européen au plus près de chacun. L'hymne à la joie. C'est cela. Et merci à vous, parce que c'est effectivement par des actions comme les vôtres qui permettent réellement cette information très précise de nos concitoyens sur ce que fait l'Europe pour eux, ce besoin d'Europe et ces solutions par l'Europe qui sont très concrètes, qu'il faut rappeler. C'est effectivement tout ce que nous faisons via l'ensemble des politiques, nous en avons largement parlé, mais aussi c'est tout ce qui irrigue les territoires via les fonds européens de développement des régions. Et très souvent, il y a un filtre, parce qu'au niveau national, effectivement, le patient voit uniquement l'organisation des soins, l'accès aux soins, et très souvent, d'ailleurs, ces moyens distribués par les régions sont très mal identifiés comme européennes. Or, c'est vraiment ce qui permet à chacun de se soigner dans son territoire. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Philippe. Merci, Renaud. Merci à toutes et à tous. Merci aux équipes Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T. à la veille des acteurs de la santé à Ortus et à LDC. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Nous n'avons pas parlé de mon sujet principal, Erasmus. Oui, c'est vrai. Voilà. Et malheureusement, je me sacrifie. Il faut vraiment bosser. Pour très étonnant. Bien sûr. Et notre président a annoncé des diplômes conjoints européens. Et je crois qu'effectivement, ça sera la clé de l'harmonisation. Et notamment Erasmus dans les facultés de santé. Alors voilà, vous nous avez montré que rien n'est possible sans les hommes, je rajoute sans les femmes, mais rien n'est durable sans les institutions. Je ne dis pas qui a dit ça, tout le monde le sait, même Philippe. Bien sûr, c'est Pascal Morel. Jean Monnet, évidemment.